Bonjour, alors je vais vous parler du buste de Joseph Charles d'Almeida. Ce buste a vu le jour en 1883 et un certain physicien sous le nom de Bertin va faire en sorte de le retirer. Alors, les fondateurs au bureau et au conseil de la Société française de physique, trois des membres fondateurs, d'Almeida, Bertin et Cornu, font partie du premier bureau. Dans la séance ordinaire du 9 janvier 1874, Lee Sajou est nommé vice-président à la presque unanimité. Dans la même séance, Eleuthère Mascart fut élu vice-secrétaire à une très grande majorité. Cela fait qu'en 1874, 5 des 6 membres du bureau sont membres fondateurs de la Société française de physique. Alors, tous sauf d'Almeida et Lissajou furent présidents de la société, mais ce que d'Almeida fut réélu secrétaire général et non pas président jusqu'à sa mort, et que Lissajou, vivant en province, ne pouvait pas appartenir au bureau. Eleuthère Mascart et Cornu sont les seuls à recevoir 2 fois l'honneur de la présidence. Donc Mascart sera président de la Société française de physique en 1881, date à laquelle est décédé le 10 novembre M. d'Almeida, et il sera également président de la société en 1899. Et Cornu sera président en 1881 et en 1900. Alors, d'Almeida voulait contribuer au développement de la physique en France. Il fonda et dirigea le journal de physique en 1872. Un an plus tard, il participe à la création de la Société française de physique, où il obtient l'autorisation du vice-recteur de l'Académie, une salle qu'on appellera bien sûr la salle Gerson, où se tint la première réunion de la Société française de physique, première réunion du 14 janvier 1873. D'Almeida envisageait la société comme une institution qui améliorait les conditions de la recherche scientifique du pays. Il voulait inclure les membres non résidents dans les activités et décisions de la société. Ses participations au bureau de la société le prouvent. Il fut l'auteur d'une proposition pour un changement de statut et de 2 projets très chers à la société. Quelques mois après la fondation, il proposa la création d'une bibliothèque circulante. Le projet consiste à créer une bibliothèque dont les publications entre ses membres, au lieu d'être disponibles d'un local, son projet sera immédiatement accepté. Cette bibliothèque permit aux physiciens isolés d'avoir accès aux revues et autres publications françaises et de l'étranger. Nombreux sont les scientifiques qui jouirent de ces services et multiples sont les demandes d'agrandir le nombre de publications en circulation. Quelques années plus tard, d'Almeida fit une proposition qu'il voulait qu'elle fût inscrite au statut. Elle exigeait que toute vocation pour le changement des statuts soit faite lors de la séance de Pâques. Cela car à ce moment-là, les membres de province assistaient massivement. La proposition fut adoptée, elle démontre une claire intention démocratique. C'est d'Almeida qui, en 1878, expose au Conseil de la Société les conditions nécessaires pour qu'elle puisse être reconnue d'utilité publique. Le Conseil s'y engage, le processus fut achevé en 1881. Cela représente l'étape comme société du bien public, donne à la Société française de physique un statut préférentiel dans le gouvernement. Elle permet à la société de recevoir dons et legs. L'activité de d'Almeida a été largement reconnue pour ceux qui font partie de son entourage. Jules Célestin Jamin, président de la société en 1875, lui fait honneur dans son allocution du 7 janvier 1876. Il dit ceci: « Je n'aurais pas rempli tous mes devoirs et vous n'auriez pas rempli le vôtre si je n'ajoutais que ces succès, nous les devons en grande partie aux ailes de notre cher secrétaire général, M. d'Almeida. C'est lui que la société doit ses commencements, c'est lui qui prend le souci de son existence quotidienne, c'est par lui qu'elle étend
tous les jours le cercle de son influence et sa bienfaisante action. Plusieurs documents témoignent euh, l'engagement d'Almeida à l'égard de la société. Et toutefois, sa participation dans la création est moins évidente. Néanmoins, il y a des textes qui le montrent comme le plus important promoteur de la société. Eleuthère Masca reconnaît à d'Almeida comme le véritable inspirateur de la commission chargée de la rédaction des statuts. Edmond Bouty écrira à ce propos: c'est dans le même ordre d'idées qui l'animait lors de la fondation du journal que M. d'Almeida fut conduit, en 1873, à prendre la part la plus active à la création de la Société de physique, en concluant que la Société de physique était à peu près sa création. Alors, après son décès, après le décès de M. d'Almeida, justement, ses collègues décidèrent de rendre hommage au secrétaire général récemment décédé en installant son buste dans la salle des séances. Alors, ce buste a été réalisé par un sculpteur, M. Guigam, qui était membre de l'Institut et c'était un ami du physicien d'Almeida. Alors, est-ce que c'était une idée acceptée par tous? Peut-être, sauf que le physicien Bertin, alors qu'il avait signé la souscription du monument en hommage à d'Almeida, décida de contester la décision. Donc, c'est quelqu'un qui a tendance à se contredire, hein, si on fait cette analyse, et demanda même d'effacer le titre du buste en rappelant les origines de la société. Donc, il décide que d'Almeida n'était pas le seul à avoir l'appellation fondateur de la société. Alors, cette controverse est réglée au Conseil le 10 mai 1883. La demande de Bertin n'a pas eu lieu, pourtant, reconnaissant parfaitement que ce sont les réunions intimes que M. Bertin avait organisées à l'École normale supérieure qui ont donné l'idée et qui ont montré la possibilité de créer une telle société de physique. Le Conseil pense donner satisfaction à M. Bertin en faisant insérer à la suite de la publication des discours prononcés lors de l'inauguration du buste d'Almeida une courte note où seront rappelées les origines de la société de physique. Après l'année 1883, le buste d'Almeida, sous le patronage de la Société de physique menée par Eleuthère Masca et M. Jules Ferry, l'ami, un très vieil ami de M. d'Almeida, qui à l'époque fut ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, ce buste va complètement disparaître de la circulation. Il sera exposé au Petit Palais et même dans les archives, il n'est même plus... il est rayé de la Société française de physique. On dit même qu'il est dans la Société française de géographie alors que c'est complètement faux. Tout sera fait pour que ce buste soit dans les mains d'une personne qu'on ignore. Donc il a vraiment été dans l'oubli, et le savant également, hein. Donc la section suivante est consacrée à cette controverse qui va tout faire pour que d'Almeida ne figure dans aucune encyclopédie. Vous pouvez vous pouvez consulter toute encyclopédie française, vous ne verrez jamais le nom de ce physicien qui pourtant nous devons en France ses travaux. Le principe du cinéma en relief vient de ses travaux sur les anaglyphes. Il suffit de se référer au compte-rendu de l'Académie des sciences du 12 juillet 1858. Donc, Ducos-Huron va s'inspirer des anaglyphes, des travaux de d'Almeida, et ensuite ce sera les frères Lumière qui vont l'adapter au cinéma, tout simplement. Alors la section suivante est consacrée à donc si nous avons déjà montré comment les membres fondateurs ont eu une influence qui marqua la société dès sa création,
l'étude de la concurrence entre Bertin et d'Almeida, chacun avec ses projets et ses principes, nous révélera plus clairement certaines valeurs qui sont à l'origine de la société. Alors le contexte, bien que patriote et ayant pris part à la guerre de 1870, ayant la Légion d'honneur du ministère de la guerre, d'Almeida fut de nationalité portugaise au début. Ce n'est qu'à 22 ans qu'il aura la nationalité française. Il était pour la démocratisation de l'enseignement des sciences physiques. La France, qui avait perdu la guerre de 1870-71, où les Allemands finirent par gagner l'Alsace et la Lorraine, Bertin venait de Strasbourg et c'était un fervent de la Société des sciences d'Allemagne. Il était sous-directeur de l'école normale supérieure, il était fasciné par l'élite et voulait enseigner les sciences physiques à une élite. Nous assistons chez Bertin à un racisme de classe indéniable, voire un racisme tout court. Le style de personne, disons que c'était le style de personne à snober, un snobisme de salon, on peut dire ça, à snober plutôt les professeurs du secondaire auxquels appartenaient d'Almeida et bien d'autres. Encore une fois, d'Almeida avait collaboré avec Isaac-Georges Lévy, un photographe spécialisé en stéréoscopie, afin d'essayer d'établir une communication entre la province et Paris assiégé en 1870 en se servant de l'eau comme élément conducteur à la demande du gouvernement de la Défense nationale. Et encore une fois, bon, des noms comme d'Almeida, Lévy ne sont pas des noms typiquement français. Et dix ans après, des dizaines d'années ont arrivé et ce sera l'affaire Dreyfus où certains politiques français dénonçaient déjà en 1870 une trop grande présence d'officiers israélites, comme c'est le cas du capitaine Georges-Henri Alphen, qui se distingua dans la bataille de Saint-Quentin à tel point qu'il va recevoir la Légion d'honneur. Cette ville n'a pas rappelé le passé de ce grand mathématicien. Hein. C'était pas seulement un officier, mais aussi un grand mathématicien de renom. Alors, la controverse Bertin d'Almeida est quand même, il faut l'analyser. Bertin et d'Almeida partagent l'intérêt de promouvoir la physique en sciences. Ça, c'est indéniable. Hein. C'est vraiment leur point commun. Chacun avait une grande volonté, ils étaient des leaders capables de grandes entreprises. Bertin ouvre la route, ces entreprises eurent un succès considérable pendant des années. Elles furent son œuvre, seul à lui. Il introduit l'idée innovatrice en France du colloquium. Il essaie de publier en France les théories développées à l'étranger. D'Almeida probablement s'en est inspiré. Et il en avait le droit légitime, même si ça lui a été reproché. Celui-ci se met à la tâche de créer d'une part le journal de physique et d'autre part la société de physique. Il y a vraiment une complémentarité entre le journal de physique et la société de physique. Et les projets de d'Almeida furent collectifs, à la différence de ceux de Bertin qui étaient individuels. Il l'a joué vraiment solo, ce Bertin, il avait un fort ego et avec des conceptions profondément différentes. Les entreprises de d'Almeida éclipsèrent forcément celles de Bertin, forcément. Et la revue de Bertin et le journal de d'Almeida, donc deux choses, hein. À peine arrivé à Paris, Augustin Bertin décide de reprendre l'œuvre entreprise par Émile Verdet entre 1852 et 1864, faire publier en France les travaux sous forme d'articles de compte rendu plus ou moins courts des principaux travaux de physique publiés à l'étranger. Alors Verdet était né en 1824, décédé en 1866, introduire en France quelques théories faites à l'étranger à travers un supplément aux annales de chimie et de physique. Donc ce Verdet est mort jeune finalement et Bertin veut prendre le flambeau et
dans la revue des travaux de physique publiés à l'étranger qui apparaissait à l'intérieur des annales de chimie et de physique. On retrouve le travail de Bertin sur les travaux de Verdet. Donc en 1868, Augustin Bertin reprend la réalisation de la revue qui avait été arrêtée en 1864. Il l'édita jusqu'en 1873. Un court avant-propos en forme de note en bas de page est publié par Bertin lors de la première parution. Bertin, revue des travaux de physique, publié à l'étranger, Annales de chimie et physique, 1868, à la page 436. Alors, en me chargeant de rendre compte dans les annales de travaux de physique publiés à l'étranger, je me suis engagé à faire moi-même des analyses consciencieuses des mémoires originaux. C'est ce que dit Bertin. Et j'en ai eu la seule responsabilité, mais il a été bien entendu que je pourrais me faire aider par des jeunes physiciens que je trouverai autour de moi à l'école normale sup. C'est pour moi un devoir rigoureux de nommer mes collaborateurs et j'aime à reconnaître que dans la plupart des articles qui vont suivre, j'ai été puissamment aidé par messieurs Mascart et Maillot, tous deux agrégés de l'université pour les sciences physiques. C'est le même monsieur Mascart, donc, qui fut chargé de la souscription, comme je le disais tout à l'heure, du buste d'Almeida avec la mention fondateur de la Société de physique, dont M. Auguste Bertin comptait parmi les souscripteurs, je tiens à le répéter, un homme qui changea d'idée d'une journée à l'autre. Voilà un exemple. Donc le texte est écrit pour Bertin quand on lit, quand on le lit, il utilise, on est bien d'accord, le jeu. Donc, ça évoque bien l'ego, c'est toujours je. Le sujet est souligné avec expressions comme moi-même et j'en ai seul. Mascart et Maillot furent nommés comme collaborateurs dans les 3 volumes de l'année inaugurale de la revue. Aucun collaborateur n'est mentionné par la suite. Donc, de ce texte, nous retiendrons que l'œuvre de Bertin est plutôt individuelle, basée sur lui-même, et la taille de la revue est considérable et elle le demeure jusqu'en 1871. Dès la création du journal de physique théorique et appliquée par D'Almeida en 1872, la revue de Bertin, comme par hasard, perd de l'importance et son auteur est obligé à réduire sa taille. Enfin, elle n'est plus publiée en 1874 parce que elle n'avait plus d'impact. D'Almeida crée le journal de physique de sa propre initiative. Dès le début, il s'engagea dans une entreprise collective, contrairement à Bertin, et 32 physiciens, et c'est ça la différence qu'il y a entre D'Almeida et Bertin, c'est que Bertin travaillait seul, comme un footballeur qui veut la faire solo pour être glorifié, alors que D'Almeida était pour la collectivité et avec l'aide de plusieurs physiciens, il constitue la liste des collaborateurs du premier tome et il y a donc le nom du futur sénateur et physicien, bien sûr, Marcellin Bertrand, Cornu, Gemèse, Jamin, Lissajou, Mascart et Sainte-Claire-de-Ville. Ils sont parmi d'autres physiciens. Alors, Sainte-Claire-de-Ville, on le retrouve aussi dans la Société philomatique, car je rappelle que D'Almeida était président de la Société philomatique de Paris en 1865-1866. Donc, l'avant-propos de D'Almeida contraste avec celui de Bertin. Le parallèle est inévitable. Les premières lignes sont révélatrices de l'esprit de l'œuvre, initié par position ou pensée de ceux qui ont inscrit leur nom sur les pages de ce journal, je crois devoir faire connaître et le but qu'ils se proposent et les sentiments qui les animent. Ceux qui veulent, c'est donner une impulsion nouvelle à l'étude de la physique. Ils s'associent pour en exposer. C'est ce que dit D'Almeida. D'Almeida l'écrit tout
écrit tout, sauf la première ligne en troisième personne du pluriel, et non le je, rencontré chez Bertin, hein, si on analyse le paragraphe. D'Almeida s'exclut lui-même de l'avant-propos qu'il signe pour laisser la place à ses collaborateurs. La nouveauté du journal est qu'il s'adresse à un public qui dépasse le cercle professionnel des physiciens. Contrairement à Bertin, D'Almeida veut, et c'est sa priorité durant toute sa vie, intéresser quiconque aux sciences physiques. En ce sens, D'Almeida était pour l'époque, et il l'est toujours quelque part, un visionnaire. Alors à l'époque, incompris des grands chercheurs français Parce que son but, c'était vraiment d'enseigner la physique à quiconque. Donc, à l'époque, c'était vraiment un scoop. Hein. La motivation de Bertin et de D'Almeida est toujours le progrès de la physique. Là, c'est un deuxième point commun. L'accent est mis sur la responsabilité de la publication dans l'avant-propos de Bertin. D'Almeida, cependant, met l'accent sur le public qu'il veut atteindre et les causes qu'il animait. Il a moins point commun entre la formation du journal et la société physique, hein, parce que dans la mesure où il a fondé le journal de physique, ses collaborateurs vont être les mêmes dans la Société française de physique. Et ça sera une complémentarité quelque part. Et dans l'avant-propos du journal sont exprimées les idées qui régneraient plus tard dans la société. Les membres fondateurs sont les mêmes collaborateurs du journal. Hein, les membres fondateurs de la Société française de physique sont les mêmes collaborateurs du journal. D'Almeida est reconnu à la tête du journal. En revanche, il n'est mentionné que parmi les autres collègues dans le rapport lu par Lissajous lors de la première séance de la Société. D'Almeida s'adresse aux professeurs de physique en tenant compte de leur isolement et de leur faible accès bibliographique. Le journal et plus tard la bibliothèque circulante que j'évoquais tout à l'heure de la Société vise à diminuer cet isolement. En publiant ce journal, D'Almeida veut vivifier l'enseignement, exciter l'esprit de recherche. Il s'adresse aux hommes de toute profession scientifique. Alors, dans un premier temps, il s'adresse aux industriels, aux ingénieurs, aux militaires, aux médecins et autres. Donc, je dis bien à quiconque. Donc ça, c'est vu pour le fait d'intéresser les personnes de toute catégorie socio-professionnelle. Ce sont les mêmes personnes qui appartiendront à la société de physique. D'Almeida souligne que le journal n'est pas une association fermée, c'est pas un cercle, hein, mais qu'elle s'adresse à toute personne. D'Almeida est surtout ouvert aux jeunes générations. Et j'avais lu dans d'autres documents qui s'intéressaient aux plus faibles qu'aux meilleurs en tant que professeur du lycée Henri IV. Tant la qualité de ses collaborateurs que l'invitation permanente aux nouveaux associés fait un grand contraste avec la revue de Bertin, qui était une entreprise individuelle. Il en est de même pour la Société de physique. Il a la même vision, Bertin. Hein. Lui, c'est vraiment, il cherche à toucher l'élite. La revue de Bertin fut déplacée par le journal. Bertin avait le choix de joindre le journal ou de rester à l'écart. Il choisit la dernière. Compte tenu de la personnalité de Bertin, ce dernier ne participa jamais au journal de physique. Pourtant, il fera quelques publications, la première en 1875. Des réunions de physiciens vers la Société de physique. Bertin se voit obligé d'abandonner sa revue publiée dans les Annales de chimie et physique à cause de la création du journal de physique. Paraît-il qu'il aurait souffert d'une deuxième perte
avec la fondation de la Société de physique, les valeurs démocratiques de D'Almeida et de ses collègues primeraient sur la structure semi-fermée de Bertin, dont il détenait tout le pouvoir. Le fait que Bertin pas, ne puisse pas faire partie de la commission chargée de rédiger les statuts fait penser à une exclusion préméditée. Mais cette fois-ci, Bertin ne resta pas à l'écart, tout au contraire. Et c'est là l'élément déclencheur, c'est qu'il participa dès la première séance. En effet, il fut nommé vice-président de la Société française de physique. D'Almeida n'a jamais été vice-président. Le rapport de Lissajous est parfaitement courtois envers Bertin et ses réunions à l'École normale supérieure. Il présente la création de la société comme une évolution naturelle. Néanmoins, cette évolution impliquait le changement de la personne chargée de l'organisation scientifique des séances. Comme secrétaire général, D'Almeida prend ce rôle auparavant occupé par Bertin. Bertin fut encore éclipsé par D'Almeida. Quelle relation gardaient ces deux physiciens? Quels sentiments avait-il entre les deux? Ces réponses nous sont inconnues, mais quelques traces de tension entre Bertin et d'autres physiciens anonymes arrivent jusqu'à nos jours. Monsieur Briouin, assistant de Monsieur Eleuthère Mascart, et puis son gendre, écrit en 1923 « Nous ne saurons jamais quelle petite rivalité ou quelle exclusion ou quelle raillerie un peu trop mordante de Bertin créèrent l'état d'esprit d'où est sortie la société de physique actuelle. » Lui, il savait bien. Lui, Pasteur, fidèle ami de Bertin, camarade normalien, il écrit une notice de la mort de M. Bertin dans laquelle il fait référence à ses habitudes un peu guindées. Pasteur écrit un paragraphe entier sur ses esprits prévenus qu'ont méconnu son ami. Il dit qu'ils ne lui ont pas rendu la justice qui lui était due. Quel fut l'étonnement que lui causa dans certaines circonstances l'attitude de plusieurs dont il était en droit d'attendre une plus grande sympathie pour ses intérêts. Y a-t-il eu des incidents semblables à l'École normale supérieure ou ailleurs pour mériter telle place dans la notice écrite à sa mort? Tout ce que nous pouvons dire, c'est que Bertin vécut insatisfait de la reconnaissance qu'il a reçue, et il n'en est pas de même pour D'Almeida. D'Almeida ne cherchait pas de reconnaissance, contrairement à Bertin. Par contre, dans la mesure où Bertin avait souscrit au buste de D'Almeida et décida de le faire retirer, on en déduit que c'est de la jalousie. Et c'est justement parce que Bertin savait qu'il serait oublié, perdu, qu'il en fit de même pour D'Almeida. Alors, en matière de reconnaissance, M. D'Almeida a toujours montré un désintérêt le plus absolu. Il s'en fichait. Je ne veux pas être vulgaire, mais son collègue et biographe, M. Edmond Bouty, écrit « Il savait toujours s'effacer dans son journal ». Mais non seulement dans le journal, dans le rapport de Lissajous sur la création de la Société française de physique, il n'y est guère mentionné, tandis que le nom de Bertin y est mis en relief maintes fois. Chacun reçut ce qu'il demandait. D'Almeida avait un profond sentiment patriotique. Il rêvait de relancer l'activité scientifique du pays. Mascart écrira à ce sujet D'Almeida rêvait de contribuer pour sa part au réveil de l'activité scientifique dans notre pays, allocution de M. Mascart le 7 janvier 1881. Sensible au besoin d'un centre d'impulsion pour diriger les tentatives isolées pour découvrir et encourager les aptitudes naissantes, D'Almeida fonda donc le journal de physique. Les entreprises auxquelles nous devons rattacher son nom, le journal et la société de physique, sont des entreprises collectives. Elles améliorent les conditions des scientifiques pour la recherche. M. Briouin qualifie la création de la société comme une émancipation.
pour la recherche. Il qualifie la société comme une émancipation dans laquelle l'influence exclusive d'une seule personne et d'une seule école est enlevée, où les portes sont largement ouvertes. Le résultat, nous le connaissons aujourd'hui, une société de physique certainement favorable au développement de la science. Jusqu'en 1875, D'Almeida fut le gérant de la Société française de physique. À l'exception de M. Bertin, les fondateurs de la Société française de physique collaboraient dans le journal de physique dès 1872. Donc, complémentarité entre le journal de physique et la Société française de physique, c'est-à-dire qu'il y a une suite à partir de la naissance du journal de physique jusqu'à la naissance de la Société française de physique. Donc, la majorité des membres du premier bureau et du conseil de la société est composée par des collaborateurs du journal. D'Almeida fonda le journal et prit la place la plus significative dans la fondation de la Société française de physique une année plus tard, soit en 1873. Le journal et la société sont deux voies qui visent à arriver au même but, améliorer les conditions des scientifiques, hein, c'est surtout ça le but, et faciliter la diffusion des expériences et des théories nouvelles. Donc la Société française de physique fait partie de la même entreprise commencée avec le journal de physique. Chacun est un moyen par lequel une collectivité de scientifiques vise à contribuer à l'avancement de la physique. Bertin et D'Almeida furent les promoteurs d'entreprises au service de la science. Bertin montre un esprit ouvert en amenant les colloquiums allemands à Paris. Il s'est engagé dans la promotion de la physique, mais il manque de la vision de D'Almeida. Les entreprises de Bertin sont en quelque sorte moins ambitieuses que celles de D'Almeida, dans le sens qu'elles impliquaient moins de monde. C'est la raison pour laquelle ces efforts ont été éclipsés par ceux de D'Almeida. Le journal de physique et la Société française de physique ont eu un succès dont nous pouvons encore témoigner aujourd'hui. Et la première séance Donc, il faut savoir que la salle Gerson avait cette appellation d'amphithéâtre de la rue Gerson, si on se réfère à la séance du 17 janvier 1873. Cette première séance qui se tient dans la salle Gerson de la Sorbonne, c'était une salle qui était placée près de la Sorbonne et du Collège de France, de l'École normale supérieure et des ateliers des principaux lycées. Alors, jugée trop petite pour son éditoire en juillet 1873, le Conseil invite Mascart à chercher une nouvelle salle et dès le début de janvier 1875, les séances de la société se tiendraient donc au 44 rue de Rennes, dans les locaux de la Société d'encouragement pour l'industrie. En 1878, la présidence de la Société de France de physique fut occupée par Blavier, qui fut inspecteur général de télégraphe, qui reconnaît lui-même que sa nomination s'adresse moins à lui qu'à l'ensemble de ses collègues de l'administration des lignes télégraphiques. M. Blavier fut également l'un des souscripteurs du monument de Joseph Charles d'Almeida. Je vous remercie.